Nous sommes le dimanche 19 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce 15 heures. Le ministre des Finances a rencontré la Société internationale des finances du groupe de la Banque mondiale au siège du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Également dans l'actualité de ce 15 heures, c'est le feu entre Israël et le Hamas. Le médiateur qatari a confirmé aujourd'hui l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le Jam al-Da'wa al-Tabligh a conclu aujourd'hui à Djibouti sa réunion annuelle marquée par 3 jours d'échanges intenses à travers des conférences scientifiques, culturelle, intellectuelle et musulmane. La rencontre a accueilli des délégations des pays voisins ainsi que de nombreuses nations du monde entier, renforçant ainsi sa dimension internationale en tant que plateforme majeure pour promouvoir un islam modéré et universel. L'édition de cette année a offert une opportunité unique de dialogue et de collaboration entre érudits et prédicateurs de divers horizons. La clôture de la réunion s'est faite comme à l'accoutumée par des prières et des invocations adressées à Dieu, à Tout-Puissant, formulant également de vœux de paix, de sécurité pour le pays hôte et pour l'ensemble du monde musulman. Les participants ont également appelé à une unité accrue entre les musulmans, considérés comme essentiels pour relever les défis contemporains. En ce qui concerne toujours ce rassemblement des intellectuels et des érudits musulmans à Pékavin, le volet sécuritaire a été pris en charge comme à l'accoutumée par la gendarmerie nationale. Durant les 3 jours de déroulement de cette rencontre religieuse, un dispositif important de l'escadron de sécurité routière a été mobilisé pour assurer la régulation de la circulation et garantir ainsi la sécurité des fidèles venus en nombre pour participer à ces moments de recueillement. Ce dimanche 19 janvier 2025, le dispositif a été renforcé par les gendarmes des compagnies de Djibouti et de Balbala, ainsi que par ceux du groupement mobile et du service de santé de la gendarmerie. Ces derniers sont venus en renfort pour gérer le flux avec plus de 3000 véhicules et environ 90 000 fidèles. Aucune anomalie n'a été constatée durant cette dernière journée qui s'est terminée dans le calme et la sérénité. Et dans le cadre de la prochaine retraite de la Société internationale des finances du groupe de la Banque mondiale prévue à Djibouti, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawale, a rencontré une délégation de cette institution dirigée par le vice-président de M. Sergio Pimenta. Explication. Dans le cadre de la prochaine retraite de la Société internationale des finances du groupe de la Banque mondiale prévue à Djibouti, le ministre des Finances, M. Elias Moussa Dawale, a rencontré une délégation de l'IFC dirigée par son vice-président, M. Sergio Pimenta. Cette réunion a servi de prélude et de discussions constructives visant à approfondir le partenariat entre Djibouti et le groupe de la Banque mondiale, avec un focus sur le développement du secteur privé. Le ministre a salué la décision d'organiser cette retraite à Djibouti, affirmant que le pays est un centre d'échange et d'innovation. En effet, cette retraite qui se tiendra à huis clos accueillera plus de 180 participants, incluant 6 vice-présidents et plusieurs directeurs généraux seniors témoignant de l'importance et de l'événement pour la stratégie de développement durable. Djibouti est ainsi perçu comme une plateforme dynamique pour les investissements, le développement économique. Le ministre a insisté sur l'engagement accru de l'IFC dans la transformation économique de Djibouti, notamment à travers la diversification économique. Le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère du Budget, a officiellement attribué un terrain de 2 hectares situé à Nagal pour la construction de la future maison commune des Nations Unies. Les détails dans cette séquence.
Le gouvernement de Djibouti, à travers le ministre du Budget, a officiellement attribué un terrain de 2 hectares situé à Nagad pour la construction de la future maison commune des Nations Unies. Cette initiative symbolise le renforcement du partenariat stratégique entre la République de Djibouti et les Nations Unies. Lors de cette cérémonie, M. Ismail Ibrahim Roble, ministre du Budget, a remis l'arrêté officiel à M. José Barouna, coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti. Cet événement marque une avancée significative dans la coopération multilatérale, s'inscrivant dans le cadre du nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2025-2030, signé le 19 décembre 2024. Ce projet, qui a réuni les bureaux des différentes entités onusiennes en un même lieu, vise à améliorer l'efficacité, la coordination et l'impact des activités des Nations Unies à Djibouti. Du campus des Nations Unies, qui va abriter plusieurs systèmes des Nations Unies. Moi et les résidents de Nagad, les chefs de village, les jeunes, les femmes qui sont là, les orales, nous vous souhaitons les bienvenus. Nous serons à vos côtés pendant toute la construction des bâtiments, dans toutes les constructions. Et je vous souhaite encore bienvenue à Nagad et à Demerjouk. Merci beaucoup. Eh bien, le coordinateur du système des Nations Unies, M. José Baraouna, s'est exprimé également lors de cette cérémonie. Voici ses propos. Les points que le gouvernement de Djibouti donne un terrain pour les Nations Unies rester à Djibouti, il dit beaucoup de l'intérêt du gouvernement de Djibouti et de notre partenariat ensemble. Le gouvernement de Djibouti vraiment est intéressé pour les Nations Unies rester beaucoup de temps à Djibouti. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a cet commencement et ce terrain. Côté Nations Unies, ça aussi veut dire que les Nations Unies pensent rester à Djibouti beaucoup de temps pour travailler à Djibouti, mais aussi pour utiliser Djibouti comme un hub régional pour la Corne de l'Afrique. On a déjà à Djibouti le terrain et la construction du PAM, le hub régional du programme de l'alimentation. Et je crois que ce bureau, un jour, quand on soit complet, va aussi compléter cette logistique et cette hub logistique du PAM. Et on veut avoir un bureau un jour aux Nations Unies pour travailler à Djibouti beaucoup de temps, mais aussi dans les collègues dans la région qui veulent travailler sur la région depuis Djibouti vont avoir un endroit pour s'héberger pour venir travailler. Écoutons à présent le discours du ministre du Budget, M. Ismail Ibrahim Roble. Nous vivons aujourd'hui à Nagad un moment heureux avec cette cérémonie de cession de terrain au système des agences des Nations Unies à Djibouti. Et cela à titre gracieux. Et je dois le dire, j'en suis fier au nom du gouvernement de participer à cette cérémonie aussi solennelle et aussi importante. La décision d'accorder un terrain pour la construction de la maison commune des agences du système des Nations Unies à Djibouti n'est pas du tout un fait symbolique. Elle représente l'expression de notre volonté de renforcer la coopération et le partenariat stratégique avec les agences du système des Nations Unies à Djibouti. Je pense également que cette cérémonie est tout aussi importante parce que justement, elle va nous permettre d'aller de l'avant dans nos relations de partenariat, mais surtout à affirmer et à confirmer le rôle de Djibouti dans la région. Je voudrais donc remercier le coordonnateur du système des agences des Nations Unies. La cérémonie d'aujourd'hui reflète beaucoup pour nous parce qu'elle va mettre sous le feu de la lumière le rôle central de Djibouti dans la région. Et c'est pour cela que nous nous associons avec le système des Nations Unies pour ensemble se consacrer aux idéaux du système des agences des Nations Unies, la coopération internationale, le développement durable, la solidarité régionale, continentale et mondiale même. Mais surtout aussi, les valeurs humaines universelles.
Et ça nous importe beaucoup à Djibouti. Surtout dans notre politique sociale de développement à Djibouti. Et ça, c'est un vœu très cher également au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'année 2025 marque un tournant décisif pour notre pays où la rigueur budgétaire devient le mot d'ordre de la gestion financière nationale. La loi de finances de l'année 2025 qui établit un budget équilibré à 158 milliards 426 millions de francs djiboutiens est le reflet d'une discipline fiscale rigoureuse, essentielle pour une croissance durable dans un contexte économique mondial incertain. La réduction des dépenses publiques de 7 milliards, tout en maintenant les services essentiels, souligne une maximisation de l'efficacité des ressources. L'administration fiscale se modernise avec des paiements électroniques et des modules d'impôt numériques pour une meilleure transparence et efficacité. Cette performance est le résultat d'une gestion financière stricte et efficace. Les recettes internes ont connu une hausse significative de 6 milliards de nos francs, compensant une légère diminution de revenus externes de 669 millions de nos francs également. Cette amélioration des revenus domestiques témoigne d'une politique de fiscalité plus robuste et d'une économie intérieure résiliente. Le gouvernement djiboutien a fait preuve de rigueur en réduisant les dépenses publiques de 7 milliards de nos francs tout en assurant que le service essentiel continue de fonctionner sans interruption. Cette approche démontre non seulement une gestion prudente des ressources, mais aussi une volonté de maximiser l'efficacité de chaque franc dépensé. Ces mesures de rigueur n'entravent pas les investissements dans l'éducation, par exemple la santé et les infrastructures, alignés avec le plan Djibouti ICI, visant donc une croissance inclusive et le soutien aux plus démunis. Il convient de souligner que cette loi de finances 2025 est un modèle de gouvernance prudente, préparant ainsi un avenir économique robuste et prospère. Notre équipe de reporters ont pu recueillir les réactions des uns et des autres des Djiboutiens lors d'un micro-trottoir effectué ce matin en République de Djibouti. Le budget de l'État, c'est la vie. Le budget de l'État, c'est les salaires, c'est beaucoup de choses. C'est ce qui sert à faire vivre surtout les employés de l'État et à faire vivre tout ce qui est infrastructure de l'État. L'État ne peut pas fonctionner sans budget. C'est comme si vous me demandiez est-ce qu'une personne peut vivre sans respiration. Donc c'est quasiment impossible. C'est surtout les impôts et les redevances de l'État. C'est ça qui sert à faire fonctionner le budget, et à créer le budget d'abord, puis à le faire fonctionner. C'est surtout les impôts. Les impôts des maisons, les impôts que les gens payent, ceux que le commerçant paye. C'est surtout, en plus de ça, ce sont les infrastructures de l'État qui font naître le budget. Par exemple, les douanes de l'État payent à peu près la moitié, d'après ce que je sais, ils payent la moitié du budget de l'État. Donc ce sont les infrastructures et les impôts qui servent à faire le budget. Le budget de l'État, c'est lorsque tout le monde, dans un pays, la population paye l'impôt. C'est cet impôt qui devient le budget. Et c'est grâce à ce budget que l'État va fournir les différents investissements de l'État. Les salaires, comme par exemple les salaires, les hôpitaux, les écoles et tout ça. Le budget sert c'est la puissance économique d'un pays. Pour que le pays fonctionne, pour que le pays existe dans le monde, ça dépend de sa population. Si la population paye l'impôt, le pays devient économiquement stable et il peut promouvoir des projets importants. Et donc enfin, quelles sont les principales sources de financement du budget? C'est les impôts que les gens payent. Ce sont les administrations, ce sont les entreprises, ce sont toute l'économie qui rentre dans le pays, tout ce qui rentre dans le pays, qu'il soit des gens, qu'il soit des entreprises, qu'il soit des organismes, ils payent tout. Donc tout ça forme le budget.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan a donc poursuivi ses travaux aujourd'hui en procédant à l'examen de deux projets de loi relatifs aux comptes financiers des institutions publiques. La séance présidée par Jean-Marc Moussare, président de cette commission, a porté dans un premier temps sur le projet de loi le numéro 137 portant à approbation des comptes financiers de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, pour l'exercice 22. Pour cet examen, la commission a auditionné M. Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, accompagné de son secrétaire général et le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouad Abdo. La deuxième partie de cette séance a été consacrée à l'étude du projet de loi, le numéro 144, approuvant les rapports financiers du centre de médicaments et d'achat à la CAM. Cette session s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, accompagné du directeur général de la CAM. À l'issue de ces délibérations, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a émis donc un avis favorable sur les deux projets de loi examinés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette finale haute en couleur pour la première édition du tournoi national de baby-foot 2025. C'est dans une ambiance festive et riche en couleurs que s'est déroulée au stade municipal cette phase finale du tournoi national du baby-foot 2025. Un événement réunissant 5 équipes de 5 régions et 5 équipes de la capitale. La cérémonie a été honorée avec la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, du président de la commune de Boulaous, Abdelradriman, des hauts responsables de la Fédération djiboutienne de foot et des cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture. La finale a offert un spectacle captivant opposant l'équipe du CDC de Dameljok et celle de Arhiba. Après un match intense, l'équipe représentant la région d'Arta a décroché le titre de championne de cette première édition historique du football de table. Lors de son allocution, Dr Ivo Moumina Assoué a félicité les jeunes participants pour leur talent, leur esprit d'équipe et leur détermination. Peu après donc, la remise des cadeaux, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assowe, s'est exprimée. La ministre donc, a souligné l'importance de ce tournoi pour promouvoir les valeurs de compétition collective, de fair play et de cohésion sociale. Écoutons Dr Hibo Moumina Assowe. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui pour assister à la finale du baby-foot, mais aussi appelé football de table. Donc c'est une activité de récréation pour le jeune que nous avons voulu transformer en compétition nationale pour que les jeunes puissent apprendre aussi ces compétences des concours dans le plaisir et je dirais la joie et le partage. Donc ça, tous les CDC, aussi bien de la capitale que de régions de l'intérieur, y ont participé. Ça a été vraiment une compétition très forte. Dans certains pays, c'est un championnat national placé aussi haut que les autres disciplines sportives et récréatives. Donc nous espérons que ça va être le cas pour Djibouti et que nous allons pouvoir organiser un concours de baby-foot régional et pourquoi pas créer la fédération qui va pouvoir
aussi candidater ou bien faire la compétition à l'échelle mondiale. Il faut savoir que nous, quand on était jeunes, on aimait beaucoup jouer au baby-foot. C'est vraiment un sport, je dirais une activité qui est vraiment appréciée par les Djiboutiens, au même titre que la pétanque et autres, mais que nous souhaitons faire émerger comme une discipline récréative et sportive qui peut porter aussi ou bien ramener beaucoup de succès et des trophées. Donc je félicite tous les jeunes qui ont participé. On a voulu privilégier l'option mixte pour que les filles et les garçons puissent y participer en équipe et concourir en équipe. Donc ça aussi, c'était une très bonne chose. Donc on leur dit bravo, bravo à tous, aux plus jeunes. Et à l'année prochaine, Inch'Allah, pour un concours encore plus développé. En bref, et en image avec cette participation du directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, monsieur Mohamed Ismail, qui a participé donc à la célébration du 150e anniversaire du département météorologique de l'Inde et a représenté notre pays et la grande corne de l'Afrique, les pays du l'IGAD, plus le Rwanda, la Burundi et les Tanzanie. Lors de cette célébration, le département météorologique indien a célébré le 150e anniversaire des services distingués du département météorologique de ce pays depuis ses humbles débuts en 1875. Le département de l'Inde est devenu l'une des organisations météorologiques les plus avancées et les plus fiables du monde, équipée d'une technologie de pointe guidée par un héritage d'excellence scientifique. La semaine de la solidarité, donc organisée par le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, se poursuit dans les régions de l'intérieur. Ce dimanche, la délégation conduite par la ministre Ouloufa Ismail Abdou ont exécuté leur tournée dans la région d'Arta et notamment à Ouéa.
فاخر في شؤون الاجتماعية دائما الشعب عند المخاطر بالخير والعطاء تغدو الشعب فيك فاخر. Au cœur donc de cette rencontre, la prise des paroles de la communauté de Wea qui s'est exprimée pour manifester en premier lieu sa reconnaissance, la satisfaction quant au projet déjà réalisé, ensuite pour faire part de leurs besoins. En premier lieu, les différents intervenants ont souhaité la bienvenue à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou et sa délégation, et ont remercié pour son engagement à leur côté. Ensuite, ils ont fait part de leurs besoins qui concernent notamment la construction d'un local communautaire, une demande formulée par le chef du village. Une requête similaire a été aussi communiquée à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, mais cette fois, les jeunes enfants qui suivent une éducation islamique et l'apprentissage du Saint-Coran. D'autres doléances ont été également formulées, comme la mise en place d'une caisse pour la communauté dans le renforcement de leur cohésion. aqalka ay ku dhigtaan madrasada waa kira weeyaan marka kirada hooyooyinka iska bixiya waxaan jecel lahay in aqalkaana noo dhiso haduu alla yiraahdo insha Allah waxa kale oo weydiisanaynaa wasiirada noo timiday keesas baa jira hooyooyinku ay leeyihiin sida teleega aan ka daawano keesaska waxaan leenahay maanta weeca afar kees baan sugaynaa shan inay nooga dhigtaan ma jecelayaanu. Répondant donc à la population, la ministre de la Solidarité, donc Mme Ouloufa Ismail Abdou, a dans un premier temps indiqué à la population que nous sommes ici dans le cadre de la semaine de la solidarité et sur instruction du chef de l'État. Nous sillonnons les localités qui manquent des infrastructures essentielles afin d'y remédier. C'est par ces mots que la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a débuté son intervention devant les représentants de la communauté de Wea. La ministre Ouloufa Ismail Abdou, qui est donc intervenue après les différentes demandes formulées par la population, elle a d'abord rappelé que Wea est une grande localité et que ses besoins ont évolué avec sa démographie. Concernant la demande locale communautaire par le chef du village, elle a répondu qu'un local leur sera construit et comme la localité a grandi, le local sera plus grand en conséquence. Wea a donc envoyé plusieurs étudiants à l'université de Djibouti, mais il existe aussi des jeunes qui se focalisent sur l'apprentissage de notre religion, en particulier la récitation du Saint-Coran. Et pour cela, je félicite ces jeunes, a indiqué la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, et a promis donc à ces jeunes une école islamique ou madrasa. Et il a également donc annoncé l'octroi de 57 ordinateur à ces jeunes. Madame Ouloufa Ismail Abdou donc s'est adressée à l'ensemble des participants à la rencontre et a rappelé les priorités de son ministère qui est de répondre aux besoins essentiels de la population. Madame Ouloufa Ismail Abdou a indiqué que les habitants de Wea devraient travailler avec ces équipes afin de les aider à identifier les personnes les plus nécessiteuses car il s'agit d'une question de justice sociale. En nouvelle du monde, cette fois, je vous l'ai dit en titre, au Proche-Orient, la trêve entre Israël et le Hamas a du mal à se mettre en place. L'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu prévu initialement aujourd'hui a été retardée. Le Hamas palestinien n'ayant pas encore remis la liste d'otages devraient être libérés dans la journée comme réclamait Israël. Explication. Le médiateur qatari a confirmé aujourd'hui l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza entre Israël et la résistance du Hamas, précisant que les noms de 3 otages israéliens détenus par la résistance du Hamas doivent être libérés dans la journée, avait été communiqué par Israël. Nous confirmons que les noms de 3 otages qui doivent être libérés aujourd'hui ont été transmis à la partie israélienne. Il s'agit là de 3 citoyens israéliens, dont l'un est aussi de nationalité roumaine. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.